Bonjour tout le monde. Eh ben voilà, c'est bon, on y est. On se retrouve aujourd'hui pour terminer le premier volume des Unsurvived Jedi. Ouais, on termine les enfants de la Force aujourd'hui normalement. Alors rappelez-vous, dans le dernier chapitre, comment dire, j'ai oublié son nom, le pilote de sa sœur, le pilote de sa sortie qui était dans un Quarl, voilà Quarl. Quarl avait voulu attaquer l'Académie de Jedi, mais ses armes avaient été, comment dire, sabotées par Zena. Donc il n'avait pas d'armes. Donc il a préféré donc activer l'hyperespace et s'enfuir. Laissant, comment dire, Zassen et Zena, par contre, perdus au milieu de la jungle. Et donc, ça sent, en se demandant comment ils allaient s'en sortir si leurs amis allaient les trouver. En théorie, en théorie, ça devrait bien se passer, vu que Lobaka et Tenelka les ont savent où ils sont. Mais bon, on va aller voir ça. Attendez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc on y va, on y va, on y va. Je vais peut-être baisser un peu le son du micro, parce que si je fais les expressions des personnages et que je me crie un petit peu, j'ai peur que ça sature un petit peu, donc je baisse un peu le volume du micro. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Accrochez-vous, rugit Yann Solo, tandis que le Faucon Millennium s'arrachait à la piste d'atterrissage de l'Académie. Tenelka se traîna jusqu'au siège voisin de celui de Lubaka et boucla son harnais de sécurité. Le sortie arrive. Ah, donc comment dire, le chapitre nous fait un retour en arrière pour nous remettre à la situation où on était Yann Solo et Tenelka, enfin le groupe qui était dans le Faucon Millennium. Le sortie arrive. Et il n'a pas l'air content du tout, annonça Yann en tripotant des boutons et des interrupteurs pour étalonner son système de visée. J'espère que Tion a mis tous les étudiants à l'abri. Le faucon s'élança vers le ciel dans le grondement de ses moteurs subluminiques. Le chasseur impérial, lui, fondait sur le temple comme un bélier aérien. Yann Solo grimaça et agrippa les commandes de son vaisseau. Mâchoire serrée, épaules calées contre le dossier de son siège, il ignorait si ses enfants étaient encore en vie ou si le pilote ennemi les avait tués, comme il avait tenté de le faire pour Tenelka et Lowy. La jeune Amazone aurait aimé rassurer le père de ses amis, mais elle n'en savait pas plus que lui. Sa longue course dans la jungle l'avait épuisée. Machinalement, elle fit glisser le harnais de sécurité sur son armure d'écaille. La voix plaintive de DTM s'éleva de son côté. Je vous demande pardon, maîtresse Tenelka, mais je n'y vois plus rien. Vous bloquez mes senseurs optiques. La jeune fille décrocha le petit droïde de sa ceinture. Celui-ci laissa échapper ce qui ressemblait à un soupir de soulagement. Oui, c'est beaucoup mieux ainsi. À présent, je vois où. Oh mon Dieu! Ce n'était pas la peine de me tirer de cette horrible jungle pour m'embarquer à bord d'un vaisseau sur le point de se faire pulvériser. Le Baka poussa un grognement surpris. Tiens, je te le rends, dit Tenelka en lui tendant le droïde. Je l'ai trouvé dans la jungle. Le jeune Wookie la remercia dans sa langue. Yann Solo fit décrire un arc de cercle à son vaisseau et se lança à la poursuite de sa sortie. Il se prépare à attaquer l'académie, annonça-t-il. Il est en position, mais il ne tire pas. Je me demande bien pourquoi. Par la baie vitrée, Tenelka regarda sa sortie qu'elle avait aidé à remettre en état de foncer sur le grand, sur le grand, en état de foncer sur le grand temple avec l'intention de le détruire. Elle non plus ne comprenait pas pourquoi il attendait tant. Je vais attirer son attention, déclara Yann. Si oui, ouvre un canal de communication. Ce type a fait quelque chose à mes gamins et je veux qu'ils me disent où ils sont. Subaka gronda et tendit un long bras poilu vers le tableau de bord. Yann tira 2 salves d'avertissement. Les rayons lumineux frôlèrent les ailes de la navette impériale sans causer de dégâts. Attention, pilote de sa sortie. Vous n'irez nulle part tant que vous ne m'aurez pas dit ce que vous avez fait de. Il hésita. Des 2 jeunes chevaliers de Jedi. Vous êtes dans ma ligne de mire. Vous n'avez pas le choix. Rendez-vous ou je vous fais exploser. La reddition est une trahison, cria une voix rauque dans le micro. Le pilote ennemi coupa la communication. Amorçant une manœuvre d'évasion,
Son vaisseau fusa vers le ciel, presque à la verticale. Très bien, gronda Yann. Ce vieux faucon a descendu des tas de sasserteries dans le temps. Un de plus ou de moins ne fera guère de différence. On y va, Chewie. Le Wookiee passa à la vitesse supérieure. Oh non, c'est la manta DTM. Je n'y vois plus rien. Quelqu'un a encore couvert mes senseurs optiques? Yann jeta un rapide coup d'œil vers le petit droïde que Lubaka avait posé dans son giron. C'est comme si 6PO était encore avec nous. Il faudrait modifier sa programmation. Oh mon Dieu, Zemi DTM. Lubaka grommela une suggestion que son oncle approuva avec enthousiasme. Bonne idée, acquiesça Yann. Essayons d'abord le rayon tracteur. Peut-être pourrons-nous l'amener à se poser. Après, on lui soutirera des informations. Subaka activa un générateur de rayons et déploya un filet d'énergie invisible qui vint accrocher une aile du chasseur impérial. Celui-ci bascula sur le côté, mais son pilote dosa avec talent les poussées de ses deux moteurs et réussit à se dégager. Yann poussa un sifflement admiratif. Ce type n'est pas mauvais du tout, admit-il à contre-cœur. Allez, Chewie, on met les gaz. Le sacerdoce se dirigeait vers les arbres Massassi, où il voyait peut-être sa seule chance de salut. Il évita les branches tordues qui se tendaient vers le ciel comme des doigts de sorcière, plongea pour suivre le cours du fleuve et slaloma dans les canyons les plus tortueux. Mais il ne parvint pas à semer son poursuivant. Si ça n'avait été qu'une question de vitesse, les moteurs du Faucon Millennium lui auraient donné l'avantage, mais le petit vaisseau impérial était beaucoup plus maniable. Yann Solo était animé par une farouche détermination. « Qu'as-tu fait à mes gamins » hurla-t-il dans le canal de communication. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais le pilote ennemi lui en donna quand même une. « Parce que ce sont les vôtres. Ils étaient encore vivants lorsque je les ai abandonnés. Mais la jungle est un endroit dangereux, dit-il froidement. Mais la jungle est un endroit dangereux, dit-il froidement. Non, dit froidement Corle. Je ne sais pas s'ils tiendront le coup en vous attendant. Tenelka s'émerveilla de cette brillante stratégie. C'est du bluff. Il veut juste qu'on cesse la poursuite. Je sais, dit Yann en jetant un coup d'œil à la zone Amazone. Mais si c'était vrai. Son visage avait la couleur des cendres. Le pilote ennemi profita de cette hésitation pour accélérer comme une flèche, ses moteurs ioniques rugissant dans l'atmosphère de plus en plus rare. Chewbacca glapit. Sans attendre que Yann lui en donne l'ordre, il poussa l'accélération au maximum. Crassant de la lumière blanche par ses réacteurs subluminiques arrière, le faucon s'élança à la poursuite de sa sortie. Plaqué contre son siège, Tenelka ferma les yeux. À côté d'elle, Lubaka poussa un grognement, mais Yann et Chewie semblaient coutumiers de la manœuvre. Le ciel d'azur s'assombrit et prit une teinte pourpre. À présent, la géante gazeuse orange emplissait presque toute la baie vitrée du faucon. Le sacerdoce zigzaguait pour semer son poursuivant, modifiant sa trajectoire à intervalles réguliers. Il consommait une grande quantité d'énergie. « Il faut lui tirer dessus et le rabattre vers nous », dit Yann d'une voix tendue. Chewbacca prit les commandes tandis qu'il s'occupait des systèmes d'armement. « Je n'arrive pas à le cadrer dans mon viseur. » Il tira plusieurs salves, mais toutes manquèrent leur cible. Frustré et inquiet, il tapa du poing sur le tableau de bord. « Tiens-toi un peu tranquille, hurla-t-il. Comme pour l'obliger, le sacerdoce s'immobilisa dans la ligne de mire qui se mit à clignoter. « Ah ah !» exclama Yann triomphant en appuyant sur le bouton de tir. Au dernier moment, le vaisseau ennemi subit une accélération foudroyante. Il se transforma en un minuscule point lumineux, semblable à une goutte de métal en fusion, et plongea dans l'hyperespace. « Ce n'est pas ma faute, protesta Yann, éberlué, en fixant l'endroit où le chasseur s'était évanoui. Les TIE n'ont pas d'hyperdrive. Ce sont des vaisseaux à courte portée. Lubaka marmonna une vague explication, et Tenelka haussa gravement la tête. Zena a fait quoi s'exclama Yann incrédule. Mais je lui avais donné cette unité pour qu'elle s'amuse avec, pas pour qu'elle l'installe sur un vaisseau impérial. Je lui passerai un de ses savons quand je... Il s'interrompit, réalisant soudain où se trouvaient les humeaux. Oubliez ce chasseur,
On va chercher mes gamins. Il modifia la trajectoire du Faucon Millennium et plongea vers la 4e lune de Yavin. Chapitre 22. Dans la petite clairière où le Sacerti avait attendu pendant plus de 20 ans, Zassen et Zena décidèrent qu'ils devaient monter sur un arbre, aussi difficile que cela put être, pour repérer les vaisseaux qui passeraient au-dessus de la jungle et leur adresser des signaux. Avant de partir, ils fouillèrent le campement de Korl, prirent tous les objets qui pouvaient leur être utiles et les fourrèrent pêle-mêle dans leurs sacs. À l'académie, on leur avait enseigné à ne rien laisser au hasard. Ils se mirent en quête d'un arbre massacé aux branches nombreuses et couvertes de lianes. L'ayant découvert, ils levèrent la tête vers le ciel, puis se regardèrent. Ils allaient devoir utiliser la force pour grimper, comme ils l'avaient fait quelques semaines plus tôt pour escalader le grand temple en compagnie de Tanelka. Quand ils arrivèrent au sommet de l'arbre, ils avaient mal partout, des essarts étaient plantés dans 5 cm de leur corps, mais à leur grande surprise, ils se sentirent ravigotés par leur exploit. Nissés dans l'entrelacs de lianes, ils tentèrent d'allumer un feu pour que la fumée leur permette aux sauveteurs de les repérer. Zassen ramassa le bois nécessaire et l'empila sur un morceau de verre acier à demi brûlé, récupéré sur la sortie. Zena avait toujours sur elle le fer à souder de Tanelka, mais les piles étaient presque à plat. Au prix d'un long combat, la jeune fille réussit à produire quelques étincelles qui enflammèrent le petit tas de brindilles préparé par son frère. Le bois encore vert brûlait mal et ne dégazait pas beaucoup de chaleur, mais un filet de fumée gris-bleu monta bientôt vers le ciel. Les humeaux auraient dû être satisfaits. Pourtant, le doute les rongeait. Si Tanelka et Lowy n'avaient pas pu rejoindre l'académie, qui aurait l'idée de venir les chercher ici? La prochaine fois, on dira à quelqu'un ce qu'on fait et où on est, suggéra Zena en fixant le ciel désespérément vide. Ça me semble être une bonne idée, acquiesça Zassen en s'asseyant à côté d'elle. Le visage dégoulinant de sueur, il appuya son menton sur ses mains couvertes de terre. Tu veux que je te raconte une autre blague? Non, répondit fermement Zena. Elle s'essuya le front avec la manche de sa combinaison déchirée et continua à observer le ciel en écoutant les bruissements des arbres. Zassen remit des feuilles dans le feu. Soudain, Zena se redressa. Regarde! Un point blanc argenté s'approchait d'eux. Il grossissait davantage à chaque seconde. L'écho d'une détonation sonique résonna dans le ciel de Yavin 4. C'est un vaisseau! S'écria Zassen. Il ferma ses yeux noisettes et se concentra et tourna la tête vers Zena. Le Faucon Millennium! S'exclamèrent-ils à l'unisson. Tu crois que papa peut nous sentir? Ça m'étonnerait. En tout cas, pas avec la force. Mais attends. Et Zena se concentra. Lowy est avec lui, annonça-t-elle avec un sourire ravi. Tanelka aussi, ajouta son frère. Ils sont sains et saufs. Zena éclata de rire. Normal de la part de jeunes chevaliers de Zedai. Le faucon avait sans doute aperçu leur feu, car il semblait se diriger vers eux. Les humeaux bondirent sur leurs pieds et agitèrent à la main. À cet instant, le cargo de leur père était pour eux le plus beau vaisseau de la galaxie. Le faucon se stabilisa au-dessus de l'arbre Massassi. Zassen et Zena mirent un bras devant leur visage pour se protéger du souffle des répulseurs. Le sas inférieur du vaisseau s'ouvrit et s'y précipitèrent. Les bras poilus de Subaka apparurent par l'ouverture et hissèrent les enfants à bord comme des sacs de voyage. Yann sortit du cockpit et bondit vers les gamins qu'il serra contre sa poitrine. « Vous êtes sains et saufs !» s'exclama-t-il, à la fois anxieux et soulagé. « Désolé d'avoir mis autant de temps à arriver. »« Pas grave, répondit Zassen. On savait que tu viendrais. » Tanelka et Lowy firent la fête à leurs amis, à grand renfort d'accolades et de tapes dans le dos. « Hurrah ! Piella des TM pour participer à l'allégresse générale. Rentrons à l'académie. Il faut rassurer Tion et les autres, intervint Yann. Je suis sûr qu'ils ont hâte d'entendre le récit de vos aventures. » Quelques jours plus tard, après que le faucon eut récupéré le T-23 dans la jungle, Lubaka et Zena, dans la cour du grand temple,
travaillèrent à remettre la navette en état. La jeune fille sortit du compartiment moteur, son petit visage couvert de graisse, et regarda autour d'elle. Zassen s'affaira un peu plus loin sur la piste d'atterrissage, essayant d'attraper un crabe lézard à 8 pattes qu'il voulait ajouter à sa collection. Comme d'habitude, ses cheveux étaient pleins de feuilles et de brins d'herbe. La créature qu'il pourchassait zigzaguait en cherchant une cassette. Apercevant une grande tasse d'ombre, elle se précipita sous le T-23. La scène s'élança à sa poursuite et se cogna le front contre la carlingue de la navette. Zena réprima un gloussement. Son frère haussa les épaules et époussa sa combinaison. Tant pis, soupira-t-il. Ce sera pour la prochaine fois. Puisque tu es là, tu ne voudrais pas me passer la clé hydraulique demanda Zena. Zassen fouilla dans la boîte à outils. Loï, tu t'occupes du système informatique, ordonna Zena. C'est ce que tu fais de mieux. Et ne t'inquiète pas pour le moteur, je le ferai repartir en un rien de temps. Ça ne vous ennuierait pas que je me soigne à vous dit une voix calme derrière eux. Oncle Luc s'exclama Zena en lui sautant au cou. Depuis quand es-tu rentré? Ce matin, répondit Luke Skywalker en jetant un regard admiratif à la navette. Si tu as besoin d'aide, je me débrouille pas trop mal avec ces enceintes, tu sais. Il sourit. J'en avais un quand j'étais plus jeune, un T16. Alors que Tenelka sortit du grand temple par la porte donnant sur le hangar souterrain. Excusez-moi une minute, dit Luke attends. Sinon, pourtant c'est bien ça, on se comprend pas. Dit Luke en se dirigeant vers la jeune fille. Il la salua et parla un long moment. Et lui parla un long moment, comme si elle était une vieille amie. Face au grand maître Jedi, la jeune Amazone prit un air intimidé que les humains ne lui avaient encore jamais vu. Alors qu'est-ce qu'on attend demanda Zena en ouvrant une trappe à l'aide d'un multi-outil. Oh, je commence à fatiguer, moi, au niveau de la lecture. C'est pas possible. Là, aujourd'hui, je lis très mal. Je suis désolé. Zassen s'éloigna de quelques pas pour étudier l'herbe rase. Lubaka tira une poignée de fils du tableau de bord et entreprit de les trier par couleur et par fonction, non sans grommeler tout bas. La voix de TTM s'éleva, puis un bruit métallique se fit entendre. Le jeune Wookie avait encore laissé tomber son droïde. Vraiment, maître Lubaka, vous devriez faire plus attention, protesta DTM. Aimeriez-vous qu'on vous inflige le même traitement? Je suis un outil très précieux, qu'il faut traiter avec beaucoup de soin. Si mes circuits sont endommagés, je ne pourrai plus rien traduire. Que feriez-vous alors? Lubaka éteignit le droïde et poussa un grognement soulagé. Zassen se tourna vers Zena, qui regardait le ciel. Il sut aussitôt à quoi elle pensait. Crois-tu que Korl a réussi à rentrer chez lui? Même si c'est le cas, ça m'étonnerait qu'il trouve ce qu'il cherche. Il aurait mieux fait de rester avec nous. Luke Skywalker et Tenelka se dirigèrent vers eux. Loï et Zena sautèrent sur le sol et se rapprochèrent de Zassen. Le maître Jedi caressa le flanc bosselé du T-23. Sur Tatooine, à bord de mon T-16, j'adorais pour s'accélérer lumineux dans les canyons. Les humeaux lui lancèrent un regard étonné. Il était difficile de s'imaginer leur oncle en jeune pilote un peu kamikaze. Comme s'il avait lu dans leurs pensées, Luke leur sourit. La vie était très différente. Quand vous aurez fini de réparer cette navette, j'aimerais faire un tour avec vous. Ça ne vous dérange pas, bien sûr. Loï marmonna quelque chose d'incompréhensible et se racla la gorge. J'espère que tu t'adaptes bien ici, Lubaka, dit Luke en se tournant vers le jeune Wookie. Je sais qu'il est difficile de quitter sa maison et de débarquer sur une autre planète. Mais je crois que tu t'es fait de nouveaux amis. Son regard se posa tour à tour sur chacun des 4 jeunes gens. Je suis très fier de vous. Vous avez été confronté à une situation difficile et vous vous en êtes bien tiré sans personne pour vous guider. Votre potentiel est énorme. Mais devenir un chevalier de Jedi réclame beaucoup de travail et de sacrifices. Les étudiants haussèrent la tête. C'est vrai, dit gravement Tenelka. Vous êtes jeune, et vous pourriez faire beaucoup d'autres choses de votre vie, poursuivit Luke.
Êtes-vous bien certain de vouloir rester ici? Leurs cris enthousiastes s'élevèrent à l'unisson. Même en l'absence de DTM, celui de Lobaka était si explicite que personne n'eut besoin de traduction. Et voilà, fin du premier volume. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier roman. Bon, un premier roman qui n'est clairement qu'une introduction. Ici, il ne passe pas grand-chose, je suis d'accord. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, après, comme je dis, il ne passe pas grand-chose. Pour moi, c'est un peu... comme le premier arc d'une série animée où... Voilà, les trois premiers épisodes les trois premiers épisodes d'une série animée qui présentent les personnages, qui présentent l'histoire d'une intrigue un peu simple, qui permet de tout comprendre, qui prendra plus son sens plus tard. De toute façon, je crois que je l'ai déjà dit, pour moi, cette série de romans, c'est un peu l'équivalent d'une série comme Star Wars Rebelle ou Clone Wars. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est ce qu'on avait, nous, dans les années 90, pour remplacer, euh, pour remplacer Clone Wars ou Rebels. Et moi, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Bon, j'étais un peu plus asé que le public, peut-être cible que le public cible, quoique non, quand les romans sont sortis, attendez, je regarde quand ils sont sortis en France. En fait, quand ils sont sortis aux États-Unis, j'avais 16 ans, donc j'étais pile poil dans la tranche d'âge. Bon, je lisais beaucoup d'autres romans parce que bon, moi, le premier roman que j'ai lu, en fait, je l'avais volé dans dans la bibliothèque de ma mère. J'avais volé Les 10 petits nègres et j'ai lu le roman à 9 ans euh, sous ma couette la nuit à la lampe torse en comment dire et en prétextant le lendemain en j'ai fait une nuit blanche et j'ai prétexté le lendemain à ma mère que j'étais comment dire que j'étais malade parce que j'avais pas dormi de la nuit et qu'à 9 ans quand t'as pas dormi de la nuit et que le lendemain t'avais école ben automatiquement je vous trouvais une excuse. Mais bon voilà revenons moi par contre oui on va dire que malgré tout les romans jeunesse, c'était quand même plus facile à lire. Bon, je lisais toujours les romans Star Wars, je lisais beaucoup de Terry Pratchett, le disque monde, du David Eddings. Je vous conseille beaucoup les romans de David Eddings. C'est juste génial, c'est agréable à lire. C'est pas de la SF c'est pas de la fantasy ultra complexe, mais c'est très agréable à lire. Et oui, donc, mais surtout, moi, je lisais donc les romans Star Wars, et celle-là, c'était très facile, ça j'aimais beaucoup parce que c'était vraiment très agréable à lire et c'était intéressant malgré tout. Pas comme une autre série jeunesse Star Wars qui était sortie avant, qui elle était nulle, mais pourtant je l'avais lu avant. Elle, je l'avais lu quand j'avais 12-13 ans, et même à l'époque, j'avais pas supporté tellement c'était nul. C'était la saga du Prince Ken, totalement dispensable. D'ailleurs, à l'époque, elle était à moitié reniée de l'univers étendu. C'est une saga en fait qui n'est que vaguement reliée à l'univers étendu. Même à l'époque, elle n'était pas totalement canon et donc je vous la déconseille pour le coup, ne la lisez pas. Non. Et donc vous aurez la suite si ça vous plaît, si vous me le dites dans les commentaires que vous voulez la suite, je vous ferai la suite et dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, sur ce, allez, salut, à plus tard.